Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. La taxe sur les appels internationaux entrant Tati est de retour dans la loi de finances 2019, un retour salué par les organisations de la société civile par la voix de Moussa Tchangari, coordinateur de Alternative Espace Citoyen. Le fond de la question, c'est qu'il n'y a pas ce qu'il faut. Les autres ne jouent pas. On les a laissés. On leur a fait des cadeaux fiscaux. Ils n'ont pas fait. Maintenant, on revient, on dit on réhabilite la Tati. C'est une très bonne chose. Nous, on se félicite. Le problème maintenant qui est posé, c'est d'avoir on a fait en réhabilitant, on a dit, les compagnies qui ont une licence G4, le montant de la Tati, c'est 50 francs par minute de communication pour ces compagnies. Et pour les compagnies qui n'ont pas une licence G4, ça va être 88 francs par minute de communication. Donc on a fait deux catégories. Donc le fait d'avoir une licence G4 te fait payer moins. Ça reste un problème. Ça reste un problème parce que les compagnies qui ont la licence G4, ce sont les compagnies aussi qui ont le plus d'abonnés. N'est-ce pas? Et donc ce sont aussi les compagnies qui sont susceptibles d'avoir le plus d'appels entrants. Donc là on fait un tarif bas. Pour moi ça pose un problème. On devrait faire les 88 francs pour tout le monde. Justement. Et deuxièmement, il ne s'agit pas seulement de dire on ramène la Tati et de mettre ce montant-là. Après, c'est quelles dispositions on prend pour s'assurer que les compagnies en fait ne trichent pas sur ça. Parce que c'est vraiment une vraie question. Alors, vous savez, actuellement, il n'y a pas un dispositif solide qui est installé au niveau de l'organe de régulation ou de l'autorité de régulation ou au niveau de l'État quelque part, en fait, qui permet de savoir combien d'appels nous recevons de l'extérieur sur chaque compagnie. Quelle est la durée de chaque communication? Ça, il faut avoir un dispositif qui permet de manière indépendante, c'est-à-dire qui n'est pas seulement le dispositif de la compagnie, quelqu'un qui contrôle, qui doit avoir ce dispositif-là. Si on a ça, on peut être sûr, donc les compagnies peuvent déclarer qu'elles ont reçu 1000 appels, que chaque appel a duré 2 minutes, mais alors elles peuvent déclarer ça, mais si on a ce dispositif, on peut savoir si c'est réellement 1000 appels et si c'est seulement 2 minutes que chaque communication a duré. Moussa Tchangari, que vous retrouverez en partie magazine de ce journal. Les acteurs de la société civile réunis au sein du cadre d'action de la société civile ont tenu hier après-midi une conférence publique à la commune 4 et le centre des jeunes de Talagué qui a servi de cadre pour la tenue de cette conférence. Le résumé avec Assama Oseidou et Cheibou Guissou. Informer et sensibiliser la population sur les nouvelles mesures impopulaires que contient la loi de finances 2019, tel est l'objectif de cette conférence publique des acteurs de la société civile. Nous avons saisi cette occasion pour les entretenir sur les nouvelles mesures contenues dans le projet de loi de finances pour 2019. Nous avons parlé déjà de 2018, mais on parle déjà de 2019. Parce qu'il faut qu'on explique aux gens qu'il y a des mesures qui vont venir encore aggraver la situation. Et c'est une pression fiscale davantage sur les pauvres gens. L'acteur de la société civile, Moussa Tchangari, rappelle à la population la nécessité de se mobiliser. La nécessité de se mobiliser dans le cadre de la manifestation qui est prévue pour le 6 octobre prochain, le samedi, parce qu'il faut informer largement, il faut que les gens comprennent que c'est eux qui doivent vraiment se mobiliser pour se défendre
face au gouvernement qui veut continuer à faire la pression et qui ne veut pas entendre raison. Les gens ont compris les enjeux et eux-mêmes sont vraiment très déterminés. Je pense qu'ils vont faire tout le travail de sensibilisation, etc. Ils vont partager des informations avec d'autres de façon à ce que le 6, qu'il y ait en tout cas une mobilisation plus grande pour faire la pression qu'il faut, aussi bien sur le gouvernement que sur le Parlement, pour que vraiment on ait les changements qui est souhaité. Les organisateurs de la société civile invitent la population à participer à la manifestation qui se tiendra le 6 octobre prochain. Troisième manifestation pacifique ce jour jeudi à Tanouta où la population était sortie massivement pour exprimer sa colère face aux coupures récurrentes d'électricité qui ont duré plusieurs semaines avec toutes les conséquences sur les activités économiques. Le compte rendu avec nos confrères de la télévision Gaskia. À Tanout, chaque 2 semaines, la population descend dans la rue pour exprimer son ras-le-bol, son mécontentement et son indignation vis-à-vis des autorités du Niger. Elle pense être incapable de résoudre certains problèmes sociaux qui freinent drastiquement le développement de Damergou. Pas d'eau, pas d'électricité permanente, pas de route pour relier le département à son chef-lieu Zander. Monsieur le problème d'électricité qui solde une épine dans le pied de Damergawa. Ainsi ont battu le pavé du grand marché à la préfecture près de 10 km en scandant de slogans hostiles à la Nigélec et au gouvernement de la 7e République. Après la lecture du mémorandum par le coordinateur départemental du MPCR, organisateur de la marche, sur sollicitation de la population et sa remise au préfet du département, Sayeb Moussa, ce dernier a pris la parole pour annoncer à l'opinion la dernière situation. À la date d'hier, on nous a annoncé que 3 groupes de 500 kVA chacun étaient en train d'être montés sur un camion en direction de la ville de Tanou. Et ces groupes, Inch'Allah, au plus tard, la semaine prochaine, début de la semaine prochaine, les 3 groupes, Inch'Allah, seront atteints. Et vous aurez incontestablement également la visite du directeur général de la société pour qu'il vienne s'imprégner personnellement de la situation qui prévaut dans notre capitale de Damergou. Ça, c'est la réponse à court terme. Et la réponse à moyen terme, notez bien, ce qui est ressorti de plus haute autorité de la Nigélec. C'est que la Nigélec, le gouvernement, a pu trouver le financement du branchement de Tanout à partir de la 33 kV qui alimente actuellement la station de Canaram. Marche suivie des sites dans lesquels sont enrôlés des enfants venus accompagner leurs parents, bravant les intempéries de Damergou. Le préfet de Tanout, se montrant inquiet, a demandé aux organisateurs de faire diligence et surseoir au site prévu. Vous faites économie, et vous faites économie et pour notre département, et pour la jeunesse qui est là, surtout les enfants de moins de 5 ans qui restent dans la partie, pour leur fasse aussi qu'on ait un regard envers eux. Ce regard va consister, après cette déclaration, de faire comme la dernière fois. Faire en sorte que chacun rentre chez soi, comme vous avez prié au début de votre déclaration, tranquillement, sain et sauf. Alors, le temps qu'il fait nous interpelle aussi. Nous regardons les intempéries auxquelles on a soumis les enfants. Les intempéries, les contraintes auxquelles nous allons soumettre notre administration. Vous avez commencé par l'hymne national. Vous avez commencé à dire que nous sommes effectivement des patriotes. Mais la réaction de la foule ne s'est pas faite à attendre. La population de Tanout, sortie nombreuse ce mercredi 3 octobre 2018, a réaffirmé son engagement de maintenir la pression sur la Nigélec et au-delà le gouvernement jusqu'à ce qu'elle voie du concret. D'ores et déjà, elle projette de descendre à nouveau dans la rue le 17 octobre prochain. Parlons de l'éducation à présent. Demain 5 octobre sera célébrée de par le monde la journée internationale de l'enseignant. Autour du thème, le droit à l'éducation, c'est aussi le droit à un personnel enseignant qualifié. En prélude à cette journée mondiale vieille de 2 décennies, une de nos équipes s'est intéressée à la situation de l'enseignant nigérien. Le reportage est signé Adam Soumana et Sadou Doumi.
Sensibiliser l'opinion publique sur l'importance et le rôle des enseignants dans le système éducatif tout en examinant la qualité du travail des formateurs de par le monde, tel est l'objectif assigné à la Journée mondiale de l'enseignant, instituée en 1994 par l'UNESCO et célébrée chaque 5 octobre. Une fête civile internationale qui donne l'occasion de se pencher sur la situation des enseignants au Niger. Contrairement aux autres nations, les enseignants sont dans une situation extrêmement difficile. L'école publique nigérienne, l'école nigérienne de manière générale et même la place qu'occupe notre pays ne peuvent changer de vision de statut lorsque les enseignants sont relégués au second plan. Dans toutes les nations ou les nations qui ont prospéré, il a fallu qu'on investisse dans l'éducation et en investissant dans l'éducation, il fallait investir dans les enseignants. Lorsque l'enseignant n'a pas les moyens de pouvoir se déplacer pour regagner son poste, je crois que déjà il y a un problème. Ça, c'est au Niger seulement qu'on peut le voir. L'enseignant, je dis, est relégué au second plan parce que c'est seulement dans le secteur de l'éducation aujourd'hui que nous avons des enseignants qui ont été recrutés pendant plus de 4 ans, qui sont là, qui attendent, et jusque-là, ils n'ont pas leur numéro matricule, ils n'ont pas leur salaire, et à plus forte raison avoir en tout cas leur salaire. L'enseignant, aujourd'hui, a perdu toute crédibilité. Lorsque l'enseignant est réduit à être à la clochardisation, je crois que c'est extrêmement grave pour notre pays. Au Niger, l'enseignant ne mérite pas en tout cas le sort qui lui est réservé. L'enseignant doit avoir ses droits, mais aussi il faut qu'il soit qualifié pour pouvoir transmettre les connaissances, prendre les enfants en charge. C'est vrai, depuis un certain temps, il y a des mouvements, donc des réformes, et tout ça là, c'est pour amener à la qualité. L'enseignant n'est pas tellement ce que nous pensons. Ce que nous pensons, ou que les autres là pensent que l'enseignant n'est pas à liberté. Non, nous sommes à liberté, mais il manque des choses. Des constats assez illustratifs sur la vie des enseignants au Niger, d'où les attentes des enseignants à l'issue de cette journée pour un changement positif. Ça sera le lieu pour nous autres organisations syndicales d'exprimer tout notre mécontentement et non pas de la haine et créer les conditions d'un retour à la stabilité de notre pays. Aujourd'hui, le pouvoir public ne peut pas à lui seul sauver le système éducatif nigérien et vouloir mettre en marge les enseignants que nous sommes. Donc pour nous aujourd'hui, ce que nous attendons en cas de la commémoration de cette journée de l'enseignant, c'est que les autorités en place créent les conditions d'un dialogue sincère, franc et honnête entre eux et les partenaires sociaux que nous sommes. C'est en réalité pour qu'on entende l'enseignant partout. C'est ça l'objectif, pour qu'on entende l'enseignant partout. Donc les enseignants doivent sortir massivement et fêter ça, donc parler d'une même voix. Respecter les enseignants, c'est rendre service aux enfants, comme dirait l'autre. À leurs parents, cette journée est aussi la vôtre. Une occasion pour témoigner de votre respect à ce noble corps. Bonne fête des enseignants. Le chef de division prévision météorologique a animé ce matin un point de presse. Il s'agit pour Ousmane Bawa de faire le bilan à mi-parcours de la pluviométrie de l'année 2018. Le résumé de ce point de presse. La saison pluvieuse est exceptionnelle cette année. C'est par ces mots qu'a débuté ce point de presse animé par la direction de la météorologie nationale. Par cette sortie, la météo entend faire le bilan à mi-parcours de la situation pluviométrique 2018. En effet, la pluviométrie est excédentaire dans toutes les régions du Niger à l'exception de la région de Niamey. En termes de quantité de pluie enregistrée cette année, vraiment c'est une exception. Façon indicative. Si nous prenons par exemple la région de Difa, et cette année, par exemple à Méné, nous avons enregistré en date du 30 septembre 444 mm. Ngingimi qui est un peu au nord, 312 mm. On prend la région, on prend le Damagaram, par exemple à Zenderville, cette année nous avons enregistré 710 mm. Et Magaya qui est un peu au sud, il a été enregistré 651 mm. Maradi qui dépasse les 600 mm. Et dans la région de Dosso, il y a Dossoville qui a 641 mm et Gaïa qui a 1134 mm. Niamey, on a enregistré 426 mm. Et la Berry, 551. À Agadezville, on a enregistré 151 mm, ce qui est important. Et à Bilma, c'est un important cumul de 6 mm. Pourquoi important? Parce que Bilma a enregistré par an 2 à 3 mm.
mais cette année, ils sont partis jusqu'à 16 mm. Sur tout le pays, c'est un excédent pluviométrique qui a été enregistré. C'est seulement sur la ville de Niamey, la région de Niamey, où cette année, il n'a pas abondamment plu. Généralement, la saison pluvieuse dure 3 à 4 mois au Niger, mais cette année, on constate une prolongation de cette période due à la persistance des terres humides au Niger. Cette année, la particularité que nous avons eue, c'est-à-dire ce terre humide persiste toujours sur la bande sud du pays et également sur la Yé. Par exemple, le front intertropical, il est aujourd'hui à une position anormale, c'est-à-dire qu'il devrait un peu se retirer doucement du Niger sur la partie est, mais même ce matin, il est sur Agadez. Okay? Donc, ce qui veut dire que tant que ce terre humide persiste sur le Niger, il y aura toujours la formation des activités pluvio-orageuses, mais de façon faible. Parce que la profondeur de la mousson ou de l'humidité n'est pas assez profonde. Donc, on va continuer à enregistrer ces quantités de pluie. Parce que nous, notre prévision, c'était la première décade du mois d'octobre. Mais à cette allure, on risquerait d'enregistrer des précipitations par endroits jusqu'en peut-être vers le 20 octobre avant que le front intertropical se retire. Et c'est dû tout simplement à une situation extratropicale, c'est-à-dire un peu au niveau de la partie sud de l'Algérie, il y a ce qu'on appelle une dépression. Quand il y a une dépression, donc ça, c'est un creux qui se crée, donc il empêche ce terre humide-là de se retirer. Donc c'est comme s'il y a une aspiration de ce terre humide, jusqu'à ce que cette dépression-là se retire et le front intertropical va commencer à descendre de façon normale. L'abondance de pluie enregistrée cette année avec souvent des inondations est exceptionnelle. On peut donc dire que le changement climatique est une évidence dans notre pays. À l'occasion du premier anniversaire du décès de soldats américains et nigériens tués à Tongo Tongo à la suite d'une attaque terroriste, l'ambassadeur des États-Unis rend un hommage à ces militaires tués sur le terrain en octobre 2017. Je vous invite à suivre le message qu'il a livré à cette occasion. À la mémoire des Américains et des Nigériens morts à Tongo Tongo, par Eric Whitaker, ambassadeur des États-Unis au Niger. Il y a un an, nous nous rappelons tous avoir entendu cette terrible nouvelle. Une attaque près de Tongo Tongo avait coûté la vie de 4 soldats américains et 5 soldats nigériens. En tant que partenaire du Niger, pour assurer la sécurité locale et régionale, nous avons toujours su qu'il y avait des risques et que nos troupes les ont affrontés héroïquement. Cependant, la mort de ces hommes, nigériens et américains, nous a rappelé de manière poignante le sacrifice commun consenti chaque jour par les membres du service pour dissuader les organisations extrémistes, leur refuser refuge et perturber leurs activités déstabilisatrices. Parce que nous n'oublierions jamais ceux qui ont péri à Tongo Tongo, nous prévoyons de réserver une zone dans la nouvelle ambassade où nous pourrons continuer à perpétuer l'hommage à leur service non seulement le 4 octobre, mais tous les jours pendant que nous poursuivons notre mission commune. Sachez que ces héros nous manquent. Nous les honorons et nous les remercions. Nous nous souviendrons toujours de ce qu'ils ont fait pour nous. Merci pour votre attention. Du 24 au 25 septembre dernier, le Niger a présenté à Genève son rapport périodique sur la Convention internationale des droits de l'enfant. La Commission a indiqué qu'au Niger, les droits de l'enfant ne sont pas respectés, comme en atteste le défenseur des droits de l'enfant Sédikou Moussa. Le reportage est de Ismaël Moumouni et Ibrahim Abdou. Présenter le rapport périodique du Niger sur la Convention internationale des droits des enfants devant une commission. C'est ce qu'a tenu à effectuer une délégation nigérienne dont à sa tête la ministre de la Population du 24 au 25 septembre dernier à Genève. Seulement, la plupart des membres de cette délégation ne maîtrisent rien
sur la question. Ce qu'il y a lieu de relever, c'est l'absence de 2 ministères clés dans cette délégation qui est allée en tout cas présenter le rapport du Niger, notamment les ministères en charge de l'éducation et celui en charge de la santé. C'est inédit, mais aberrant également, parce qu'en lieu et place de ces ministères sectoriels qui, en tout cas, ont en charge les secteurs sociaux de base, nous avons vu la présence de députés nationaux et de secrétaires, en tout cas d'une personne du secrétariat général du gouvernement. Pour nous, comme je dis, c'est aberrant parce que quand on parle de la question des droits des enfants, on s'adresse principalement à l'exécutif. Le Parlement, son rôle, c'est de contrôler l'action du gouvernement et non pas d'aller répondre à la place du gouvernement dans le cas d'espèce. Mais l'autre aberration également, c'est que la délégation, en tout cas du Niger, a été handicapée parce que la ministre qui était quand même chargée de conduire donc cette mission-là n'est pas restée jusqu'à la fin donc de la session. Elle a fait juste une demi-journée et puis elle est partie pour une autre mission. La commission a indexé le Niger comme étant le pays où les droits des enfants sont bafoués allègrement. L'autre occupation du comité qui a été beaucoup relayée, c'est relativement à la question du mariage des enfants. Notre pays a été, en tout cas, durant tous les 2 jours, beaucoup indexé sur cette problématique-là, notamment au regard de l'article 144 du Code civil qui fixe l'âge du mariage à 15 ans pour la fille et à 18 ans pour le garçon. Toute chose qui est contraire même aux ambitions des autorités actuelles qui prennent l'obligation et la gratuité de l'éducation jusqu'à l'âge de 16 ans. Mais toute chose aussi qui est contraire aux dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant qui définit l'enfant comme tout être humain dont l'âge est compris entre 0 et 18 ans. Une préoccupation également, en tout cas au nombre de préoccupations également qui ont été soulevées, c'est la question de l'enregistrement de naissance. Le comité a relevé que de manière dégressive, le Niger est en train de reculer en matière donc d'enregistrement de naissance, bien qu'il y a des réformes en cours. Dans les jours à venir, la commission va envoyer ses recommandations au Niger afin de rectifier le tir pour le bien-être des enfants au Niger, ce qui est d'ailleurs tamponné par EPAD Niger. Nous en venons à présent à la partie magazine de ce journal consacrée aux opportunités du retour de la taxe sur les appels internationaux entrant Tati dans la loi de finances 2019. C'était donc avec Moussa Tchangari. Très bonne réception. Vous avez suivi la présentation du projet de budget par le ministre des Finances et dans son exposé des motifs, vous avez dû lire également qu'il explique que en fait, le gouvernement a décidé de ramener la Tati parce que les opérateurs de téléphonie n'ont pas respecté, n'ont pas tenu les engagements qu'ils ont pris. L'engagement, c'était de dire, bon, en fait, ils ont besoin que l'État enlève la Tati et supprime la Tati parce que l'argent qu'ils devraient verser à l'État, là, ils peuvent l'utiliser pour améliorer la qualité des services dans le domaine des télécommunications. Le gouvernement lui-même fait le constat que la Tati a été supprimée en 2018 et à ce jour, les compagnies n'ont pas tenu leur engagement. Mais bon, elles ont bénéficié de ce cadeau fiscal pratiquement pour rien. Ça, c'est le constat fait par le gouvernement lui-même. Nous, on le savait. On savait déjà que cela n'arriverait pas, que c'était une supercherie. Cette histoire de dire oui, la Tati empêche aux compagnies de faire des investissements pour améliorer la qualité des services. Si les compagnies n'améliorent pas la qualité des services, c'est qu'il n'y a pas une pression suffisante des usagers que nous sommes, parce qu'on n'est pas si organisé, tout le monde se plaint bien sûr,
mais il n'y a pas de pression organisée sur les compagnies pour améliorer la qualité des services. Donc il n'y a même pas une pression des citoyens suffisante. Il n'y a pas non plus, je vais dire, une pression de l'autorité de régulation, parce qu'il y a quand même une autorité de régulation dans ce secteur-là des télécommunications. Normalement, c'est son rôle, même lorsque les citoyens ne font pas pression, on devait faire le constat sur la qualité, etc. Et parce qu'il y a des engagements qui sont contenus dans les cahiers des charges des opérateurs. On devait faire en sorte que les opérateurs respectent leur propre cahier des charges. Parce que l'engagement, déjà dans les cahiers de charges, c'est d'offrir des services de télécommunication de qualité. Quelqu'un devait faire son travail, c'est notamment l'organe de régulation qui ne le fait pas. Si l'organe de régulation ne le fait pas, et si même les citoyens ne font pas assez, il y a aussi quelqu'un qui est responsable de tout ça, c'est le gouvernement. C'est aussi le Parlement. Les gens devraient mettre la pression sur ces compagnies, leur exiger vraiment d'offrir des services de qualité, donc de faire les investissements qu'il faut, d'autant plus que les investissements dans le secteur des télécoms ne sont jamais perdus. N'est-ce pas? Aujourd'hui, les compagnies sont en train de réaliser des profits sur des investissements qui sont amortis peut-être depuis longtemps. C'est ça la vérité. Mais donc, le fond de la question, c'est qu'il n'y a pas ce qu'il faut. Les autres ne jouent pas. On les a laissés. On leur a fait des cadeaux fiscaux. Ils n'ont pas fait. Maintenant, on revient, on dit, on réhabilite la Tati. C'est une très bonne chose. Nous, on se félicite. Le problème maintenant qui est posé, c'est d'abord, on a fait, en réhabilitant, on a dit, les compagnies qui ont une licence G4, le montant de la Tati, c'est 50 francs par minute de communication pour ces compagnies. Et pour les compagnies qui n'ont pas une licence G4, ça va être 88 francs par minute de communication. Donc on a fait deux catégories. Donc le fait d'avoir une licence G4 te fait payer moins. Ça reste un problème. Ça reste un problème parce que les compagnies qui ont la licence G4, ce sont les compagnies aussi qui ont le plus d'abonnés. N'est-ce pas? Et donc ce sont aussi les compagnies qui sont susceptibles d'avoir le plus d'appels entrants. Donc là, on fait un tarif bas. Pour moi, ça pose un problème. On devrait faire les 88 francs pour tout le monde. Justement, et deuxièmement, il ne s'agit pas seulement de dire on ramène la Tati et de mettre ce montant-là. Après, c'est quelles dispositions on prend pour s'assurer que les compagnies en fait ne trichent pas sur ça. Parce que c'est vraiment une vraie question. Alors, vous savez, actuellement, il n'y a pas un dispositif solide qui est installé au niveau de l'organe de régulation ou de l'autorité de régulation ou au niveau de l'État quelque part, en fait, qui permet de savoir combien d'appels nous recevons de l'extérieur sur chaque compagnie. Quelle est la durée de chaque communication? Ça, il faut avoir un dispositif qui permet de manière indépendante, c'est-à-dire qui n'est pas seulement le dispositif de la compagnie, quelqu'un qui contrôle, qui doit avoir ce dispositif-là. Si on a ça, on peut être sûr, donc les compagnies peuvent déclarer qu'elles ont reçu 1000 appels, que chaque appel a duré 2 minutes, mais alors elles peuvent déclarer ça, mais si on a ce dispositif, on peut savoir si c'est réellement 1000 appels et si c'est seulement 2 minutes que chaque communication a duré. Si on n'a pas ça, eh bien, on va s'en tenir à ce que les compagnies déclarent. Or, les compagnies ont la capacité de tricher à ce niveau-là. C'est d'autant plus facile qu'il y a des technologies pour faire ça existent, n'est-ce pas? L'ingéniosité pour faire ça, c'est pas ça qui manque. D'ailleurs, beaucoup de gens qui sont des usagers de téléphone comme moi ont pu constater qu'il est arrivé qu'on reçoive un appel de l'extérieur, mais c'est un numéro local qui s'affiche. C'est arrivé déjà. Moi, personnellement, j'ai
j'ai eu ce cas-là au moins 2 fois. Donc je sais qu'un appel international entrant peut être transformé apparemment en un appel local. Donc si c'est transformé en un appel local, ça sera un appel sur lequel on ne pourra pas percevoir la TATI. Donc c'est ça la question. Le Niger c'est vraiment une sorte d'Eldorado pour les compagnies de téléphonie. D'abord parce que c'est le pays où, dès leur arrivée, elles ont bénéficié de facilités énormes. C'est-à-dire qu'on a pratiquement violé nos propres textes pour les accueillir. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, normalement, il y a une loi sur les télécoms et puis il y a des textes sur la libéralisation. Là. Et quand on devait faire ça, normalement, il était prévu qu'il y a une autorité de régulation qui est en place et c'est l'autorité de régulation qui lance même des appels d'offres pour recevoir des offres des gens qui veulent venir s'installer. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. L'organe de régulation n'était pas encore installé lorsqu'on a créé un petit comité qui n'a pas d'existence dans la loi pour autoriser, attribuer des licences. Et c'est après que l'autorité de régulation est née. Donc ça, déjà, du point de vue des textes, quand on regarde, c'est tout à fait illégal. Donc elles sont même rentrées par infraction par rapport à la loi. Deuxièmement, les montants auxquels on a vendu, les prix auxquels on a vendu les licences, c'est des prix les plus bas de la région, pratiquement. Ici, comparé à d'autres pays, c'est presque offert, parce qu'on est parti d'une hypothèse qui ne s'est pas avérée vraie, c'est-à-dire l'hypothèse que le Niger étant l'un des pays les plus pauvres, etc. Donc, combien de personnes sont susceptibles de s'abonner, etc. C'est une évaluation qui a été faite. C'est sur cette base qu'on a fixé le prix d'une licence et on a fixé des prix bas en considérant qu'il n'y aurait peut-être pas autant d'abonnés que dans un pays quelconque voisin, etc. Et finalement, on s'est retrouvé avec un grand nombre de personnes, autant parfois de personnes que dans certains pays, quand bien même la qualité de service n'est pas. Maintenant, donc il y a tous ces éléments qu'il faut considérer, mais c'est clair aussi que du point de vue de la qualité du service, n'est-ce pas, au Niger, la qualité n'a rien à voir, même les tarifs en réalité. C'est-à-dire que, parce que si vous allez seulement aussi au Burkina, quand vous mettez 5 000 francs, c'est-à-dire le temps que vous utilisez, etc., c'est pas la même chose qu'au Niger. Ici, ça va tout de suite. Tandis que là-bas, vous avez l'impression que c'est totalement moins cher. Quand vous allez au Sénégal, etc., c'est autre chose. Hein, même du point de vue vraiment de toutes les prestations, là, c'est-à-dire les appels, les SMS, mais aussi l'Internet et tout ça. C'est nettement moins cher. Nous sommes un des pays les plus chers, n'est-ce pas? Et où la qualité de service est dérisoire. Bien sûr, il y a beaucoup de choses qui expliquent ça. Il y a aussi que peut-être parfois on n'a pas les infrastructures que les autres ont, etc. Mais en tout cas, de fait là, nous sommes un des pays où en tout cas les compagnies arrivent à gagner beaucoup d'argent sans les prestations de qualité. Et c'est en cela que c'est une sorte d'Eldorado. Vous savez, pendant longtemps, les organes de régulation ont fait des contrôles, etc. sur les compagnies, ont révélé des défaillances, ont montré que voilà, il y en a même qui ne respectent pas les cahiers des charges, etc. Mais les gens s'en sont sortis très bien. Il n'y a jamais eu de vraies sanctions contre des compagnies, à part une seule qui a été finalement renationalisée. Donc ça Helcom, c'était une autre, voilà, après ça a été nationalisé. Voilà. Et ici, les compagnies de téléphonie ont des pouvoirs considérables. Vous savez que les compagnies de téléphonie, notamment les compagnies étrangères, ont réussi à faire revenir l'État sur une loi régulièrement votée par l'Assemblée nationale. Cette loi-là a accordé des avantages à une compagnie concurrente qui se trouve être la compagnie nationale. Les responsables des compagnies de téléphonie ont réussi à faire tomber une loi régulièrement votée par l'Assemblée.
Donc ici, c'est vraiment le Niger, c'est une sorte d'Eldorado pour ces compagnies. Et si le Niger est un Eldorado pour les compagnies de téléphonie, c'est parce que les dirigeants de ces pays sont en fait les plus corrompus de la sous-région. C'est ça que ça montre, pas autre chose. C'est parce que ici, ça veut dire, ça montre clairement qu'on est les plus corrompus. Et c'est parce qu'on est les plus corrompus que justement, il peut se passer chez nous des choses qu'ailleurs on n'imagine même pas. Vous avez vu par exemple dans des pays comme le Nigeria, c'est un pays voisin, on pense que le Nigeria est très corrompu, mais avec les dirigeants qu'ils ont aujourd'hui, ça il n'y a pas longtemps encore, une amende forte a été infligée contre des compagnies. Parce qu'elles ne respectaient pas telle ou telle chose. Mais ici, on leur fait des cadeaux fiscaux. Aujourd'hui, on revient tranquillement pour dire ah oui, elles n'ont pas tenu leurs promesses, elles n'ont pas tenu leur engagement, donc on revient sur ça. C'est juste ça qu'on peut faire. Pourtant, aujourd'hui, on peut faire vraiment des véritables sanctions contre ces compagnies-là. Vous vous rappelez, il n'y a pas longtemps encore, il y a quelques années, l'Assemblée s'est réunie et sur les questions de téléphonie. Il y avait même un ministre qui était intervenu à l'époque qui disait même aux gens, en fait, on conseille même aux gens de ne pas trop dépasser leur argent sur ces compagnies, etc. Et il y avait une décision, une résolution unanimement votée, mais que des compagnies ont pratiquement cherché à ignorer. Et les compagnies de téléphonie font partie des compagnies les plus prospères. Ce sont les compagnies qui font le plus d'argent. Et donc ce sont aussi les compagnies qui sont capables d'arroser le plus de personnes. Et parce qu'elles arrosent certainement, eh bien voilà, c'est là où on est. N'est-ce pas? Et voilà, c'est un Eldorado. Ils se tapent vraiment des sous énormes. Et puis nous, les pauvres consommateurs, est là. Et c'est pour ça qu'il faut que vraiment cette question-là des compagnies soit vraiment à l'ordre du jour. Et rappelez-vous bien, la première fois quand la TATI avait été instituée, et les compagnies ont fait pression, ont obtenu à ce que même le FMI dise que ah oui, l'évaluation qui était faite sur le montant attendu de la mise en œuvre de ces taxes-là est très élevée. Le gouvernement n'a qu'à revoir, etc., etc. Et que bon, on va essayer pendant un temps. Après, si on n'arrive pas à revenir, à avoir ce montant, on va revenir. Parce qu'à l'époque, qu'est-ce qui s'est passé? Le gouvernement était en discussion avec d'autres sociétés privées qui lui proposaient un système permettant de contrôler les appels. Et ceux qui ont proposé ça, c'était d'abord une société qu'on appelle Match, etc. Ceux qui ont proposé disaient que oui, si vous installez ça, vous allez mieux contrôler les compagnies et vous allez voir qu'avec les compagnies, vous pouvez gagner beaucoup d'argent. Et actuellement, vous ne gagnez pas beaucoup d'argent parce que les compagnies peuvent tricher sur beaucoup de choses. Nous, on vous installe une machine qui va permettre. Vous allez gagner autour de 200 milliards. Si vous gagnez les 200 milliards, vous allez nous donner un pourcentage. N'est-ce pas? Et il était question d'installer, etc. Puis même le contrat avec cette société-là, par la suite, est devenu ce qu'on sait. N'est-ce pas? Mais ceci dit, il est évident que si on a un bon système de contrôle, n'est-ce pas, une bonne maîtrise des appels entrants et même sortants et tout, c'est clair que ce n'est pas 30 milliards qu'on va lever au titre de la TATI, ça sera probablement beaucoup plus que ça. Mais ça, il faut que le gouvernement le fasse. Maintenant, il a ramené la TATI à ce montant-là. Et après, ça peut même diminuer. Les compagnies peuvent encore inventer une explication pour dire que oui, bon, maintenant les gens appellent moins au Niger parce que bon, il y a la TATI et c'est élevé et donc ça a découragé, etc. Ils vont produire une étude comme l'étude bidon qui a servi à supprimer parce qu'il y avait une étude faite par les compagnies. C'est ça qui a servi de base pour supprimer la TATI et avec les engagements que les compagnies ont pris. Donc maintenant, on sait que l'étude c'est bidon
etc. Et puis, on ne peut pas se fier normalement seulement sur leurs études. Si les compagnies font même une étude, on aurait pu faire une contre-étude. Mais en tout cas, les gens ont voulu faire cadeau. Dans tous les cas, ils ont réussi à leur faire cadeau d'une trentaine de milliards pour rien. Maintenant, on revient pour remettre. Et même en remettant, on n'est pas sûr que les dispositions seront prises pour avoir le dispositif qui permet d'avoir peut-être beaucoup plus que les 30 milliards et peut-être même d'avoir même les 30 milliards qu'on a l'habitude d'avoir, peut-être qu'on risque de ne même pas avoir ça. Et ce serait vraiment dommage. Donc c'est pour ça qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Et parmi les choses à faire, c'est faire de la pression sur le gouvernement pour qu'un véritable système de contrôle vraiment fiable puisse être installé. Et pour que vraiment l'argent qu'on doit gagner, on puisse vraiment le gagner et que quelqu'un ne nous vole pas de manière aussi facile. Donc si le gouvernement installe ce système, il aura un système de ce type-là, il aura montré qu'effectivement il est soucieux de faire rentrer de l'argent et que peut-être que nous qui pensons que les gens sont dans le coup, peut-être qu'on a tort, mais la meilleure façon de nous démentir, c'est de montrer qu'il met en place un dispositif et on applique des sanctions et tout, et qu'on est exigeant. Sinon, nous, on va continuer à dire, vous êtes des gens corrompus, vous êtes achetés par les sociétés, vous êtes à leur solde. Voilà pourquoi vous les laissez nous voler, parce que ce que les compagnies nous volent, peut-être que c'est partagé avec vous.